par exemple sur l'Emlist, tu vois, pas en tout cas sur tous les types de prospects. Qu'est-ce qu'on demande aux sales principalement? Bah voilà. Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on discute des meilleures stratégies pour générer plus de leads qualifiés, conclure plus de deals et rendre vos équipes de vente plus performantes. J'invite des experts de la vente pour partager des méthodes concrètes déjà testées qui vous aideront à transformer vos résultats. Je suis Laetitia Fall, je vous embarque dans une nouvelle discussion. Installez-vous confortablement, c'est l'heure de votre dose de culture sales. Bonne écoute! Hello, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, on va parler de closing et de l'évolution du rôle d'account exécutif. Il y a quelques années, il suffisait de contacter un maximum de prospects pour faire augmenter son taux de conversion. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. La prospection est devenue difficile et chère, le gâteau s'est rétréci et pour tirer son épingle du jeu, il faut savoir convertir au maximum les leads qu'on génère. Fini les commerciaux qui se contentent de suivre un script ou d'enchaîner les démos. Aujourd'hui, il faut savoir quand et comment approcher chaque prospect, mais surtout, il faut savoir construire des messages qui font mouche. Alors, comment faire pour réussir en tant qu'account exécutif aujourd'hui? Comment s'adapter aux nouvelles attentes du marché et des prospects? Pour en parler, j'ai invité Grégoire Luel, account exécutif chez Lemlist. Grégoire a commencé sa carrière de sales dans une ESN avant de passer au SaaS. Il était d'abord client de Lemlist, puis il a rejoint l'équipe pour booster l'outbound. Il a déjà aidé plus de 100 équipes de vente à améliorer leur prospection. Je lui ai demandé de nous partager comment les AE peuvent ajuster leur approche commerciale, comment ils peuvent aussi développer un mindset plus stratégique pour engager leurs prospects sur la durée, et enfin, comment ils travaillent main dans la main avec le marketing pour avoir plus d'impact. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Hello Grégoire, comment tu vas? Salut Laetitia, ça va et toi? Ça va nickel. Hyper contente de t'avoir sur le podcast. Bah écoute, pareil, hein, en tant que fidèle auditeur, c'est un plaisir d'être invité aujourd'hui. C'est génial. Et du coup, j'avais envie de t'inviter sur le podcast, notamment pour parler de comment on fait, comment on fera en fait sur les prochains mois pour réussir à augmenter le taux de conversion. Donc l'idée ici, c'est pas forcément de parler d'une technique de vente en particulier, mais plus de l'évolution du rôle d'account exécutif. Notamment, vous avez procédé à pas mal de changements au sein de Lemlist. Et donc, j'aimerais parler de ça, de ce que vous avez mis en place. Toi, en fait, un peu ta vision en fait, du sales sur les prochaines années, avec tous les changements qu'on peut voir qui arrivent de partout. Du coup, avant ça, justement, j'aimerais bien voir ton constat, parce que tu es sales depuis plus de 5 ans, full cycle, donc pas juste à faire des démos, mais aussi aller chercher tes targets, plus les convertir. C'est quoi ton constat actuellement du sales actuel? Je dirais que le constat actuel pour un sales full cycle, ça va être de bien s'organiser entre la génération de pipeline, l'animation des deals et le closing des deals. Et en fait, c'est d'essayer d'avoir un rythme assez constant, que ce soit générer du pipeline en continu, mais également être assez aussi récurrent sur ces deals, parce que on en parlera tout à l'heure, mais le sujet du nurturing, c'est assez important. On ne peut pas oublier un deal pendant 2 mois. Donc en fait, on fait un peu 3-4 métiers en un. Effectivement, dans pas mal de boîtes, maintenant, on a la décomposition SDR, BDR, AE, CSM. Il y a même des boîtes où le sales full cycle fait du CSM Ouais. derrière. Là, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup trop. Mais voilà, c'est comment en fait manager ces différentes casquettes et essayer de mettre le bon effort au bon endroit, voilà, pour générer du pipe, closer plus de deals. OK, et du coup, toujours dans la partie constat, toi, aujourd'hui, est-ce que, sur les 5 années à venir, parce qu'on le dit tout le temps sur LinkedIn, OK, c'est plus difficile, de, prospecter, c'est plus difficile de closer. Est-ce que toi, en fait, tu le vois dans le quotidien, même si tu as un excellent sales aujourd'hui, est-ce que tu vois, en tout cas, que ça demande, en fait, des stratégies peut-être plus fines qu'avant? Ouais, tu vois, je pense il y a 5-6 ans, genre c'était ouf de se faire contacter sur LinkedIn avec un message personnalisé avec le bonjour prénom, et cetera. Entre-temps, il y a eu beaucoup de pratiques, les équipes ont installé aussi ces pratiques dans leur team, ce qui fait que maintenant, elles vont aussi être beaucoup plus exigeantes sur les messages qu'on va leur adresser, mais peut-être aussi sur le fait de rentrer dans un parcours d'achat. Et Ouais. je pense aussi également, lorsque tu es AE et que tu fais du full cycle, tu as intérêt à en fait restreindre ta liste de prospects, je dirais au strict minimum, mais vraiment sur des comptes qui sont les comptes à plus forte valeur ajoutée pour toi. Parce qu'effectivement, tu vois, si on fait la comparaison entre un BDR qui peut faire du cold call toute la journée, versus peut-être un AE qui, entre ses démos, les préparations de meetings, etc., peut faire qu'une seule session de call dans la semaine, il vaut mieux que la session de call en question soit sur des prospects qui ont potentiellement le plus besoin de moi, donc soit sur des signaux détectés par l'équipe marketing, par exemple, pas forcément voilà, du téléchargement de livres blancs ou autre, mais aussi peut-être des signaux qu'il peut y avoir au niveau de la boîte, autre que juste un nouvel arrivant dans la boîte. Voilà, peut-être aller chercher des signaux vraiment hyper importants par rapport à ce qui nous va être décisif en fait sur le fait de qualifier si c'est un prospect intéressant ou pas. Et je pense qu'on peut essayer d'avoir un maximum d'infos à ce sujet avant même d'arriver sur l'étape de discovery. Et en fait, l'idée, c'est
d'essayer d'éviter d'arriver sur une discovery et au bout de 45 minutes se rendre compte qu'il n'y a pas du tout de fit, alors qu'en fait on aurait pu déceler déjà pas mal d'infos en amont en faisant un peu de recherche avant de les contacter. OK, nickel. Alors moi, je sais qu'en fait, effectivement, tu as rejoint l'Emlist notamment pour, participer au développement du pôle outbound parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Emlist, fonctionnait pas mal avec de l'inbound. Donc l'idée, effectivement, c'est d'aller chercher des targets plus importantes, plus grosses, donc d'avoir une logique, plus grand compte. Toi, aujourd'hui, justement, tu me disais que, sur le début, il y avait eu un peu ce côté où tu as dû faire ce travail-là d'aller, commencer à vraiment cibler parce que, bah, tu pouvais avoir, autant, la personne toute seule qui cherche à aller, envoyer des alors peut-être que tu vas pouvoir aussi également, expliquer ce que fait Lemlist. Mais du coup, voilà, tu avais pas mal de targets complètement différentes et qu'aujourd'hui, vous avez fait un effort pour essayer de resserrer justement, comme tu dis, sur des boîtes où vous avez des signaux plus importants et surtout, des boîtes qui sont, plus rentables pour Lemlist. Ouais, ouais, très clair. Et ça, tu vois, c'est un vrai impact, je pense, sur les taux de conversion derrière. Peut-être pour présenter l'Emlist pour ceux qui nous écoutent et qui Ouais, moi connaissent pas. je suis partie du principe que tout le monde vous connaît. Rapidement, du coup, qu'est-ce que fait Lemlist? C'est une plateforme qui va aider les équipes sales à générer plus de deals. Concrètement, on voit que les sales galèrent en général à prendre des rendez-vous parce qu'ils relancent pas assez les prospects, ils misent tout sur un seul canal, que du mail, que du LinkedIn, que du call, et lorsqu'ils font du mail, ils terminent dans les spams. L'idée pour nous, en fait, c'est d'aider les équipes sales à générer plus de rendez-vous en proposant une plateforme qui va leur permettre de trouver les prospects et leurs coordonnées, les relancer de manière automatisée sur plusieurs canaux avec un discours personnalisé et surtout de maximiser la délivrabilité pour pas tomber dans les spams. Parce que derrière, en fait, t'as beau faire un super ciblage, une super campagne, etc. Si tu tombes dans les spams, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Donc l'idée, voilà, c'est de traiter l'ensemble du scope pour que ce soit simple au maximum pour l'équipe sales. Et au fur et à mesure, il y a également des équipes marketing qui ont rejoint un peu le projet. Donc là, l'idée, en fait, c'est comment les équipes sales et marketing peuvent travailler ensemble sur la plateforme. Et je sais qu'on en parlera aussi sur le podcast aujourd'hui. Comment les deux peuvent collaborer ensemble pour générer plus de pipeline et que chacun soit un peu dans sa zone de génie. Ouais, bah, nickel. En fait, toi, aujourd'hui, du coup, vous avez, maintenant un head of sales qui vous a rejoint, Ouais, justement pour travailler, sur, la partie compte. Alors, on a parlé pas mal d'évolution quand on a parlé en off, d'évolution du rôle, d'account exécutif où jusqu'à maintenant, pareil, c'était, pas mal des sales qui enchaînaient les démos, soit parce que les BDR leur, shootaient en fait des rendez-vous, soit parce qu'ils arrivaient à avoir pas mal de rendez-vous et puis c'est tout quoi, basta. Toi, aujourd'hui, tu parles de, la nécessité en fait dans les prochains mois à retourner à un rôle de sales intelligent. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce concept et du coup ce que ça veut dire pour toi là aujourd'hui dans ton quotidien? ouais. En fait, alors effectivement, ça dépend de comment est structurée la boîte, hein. Si on a la chance d'avoir découpé les rôles avec un BDR, un AE, un avant-vente, etc., bah c'est super, autant en profiter. Pour le coup, c'est pas le cas de toutes les boîtes qui reviennent certaines sur un modèle où l'AE va faire l'ensemble du cycle de vente. Pour le coup, les leads qui viennent du marketing, c'est top, mais en général, un lead qui vient du marketing, bah, il y a potentiellement aussi des concurrents en face. On arrive un peu en bout de chaîne. On n'est pas forcément tout le temps maître à 100%, je dirais, du parcours que le prospect veut mener. Et puis, on contrôle pas qui vient aussi, quel est notre pipeline. Ce que je trouve assez beau avec l'outbound, la prospection, c'est comment on peut se dire, on peut choisir Ouais, je suis avec d'accord. qui on veut échanger, que ce soit même en termes de niveau d'interlocuteur. Tu vois, parfois, tu as un lead inbound qui vient, c'est pas le level de management que tu voulais et il te bloque pour aller au-dessus. Tu peux toujours contourner, mais parfois sur des comptes, vaut mieux éviter. Alors que sur de la hardband, tu peux parfois avoir une réponse un peu plus directe sur certains comptes, même si je pense que c'est important d'aller sur du multi-level en termes de niveau de décision ou même du multi-département. Mais au moins, en fait, tu peux choisir les comptes que tu vas cibler. Et en fait, je pense que l'idée, c'est d'essayer en fait de construire son pipe avec un mix entre le marketing, la prospection et également peut-être du nurturing sur des deals qu'on a en close lost par exemple. Et en fait, l'idée c'est d'essayer d'avoir un process pour que tout ça soit assez linéaire. Et concrètement, je pense que les boîtes qui font une session de cold call par exemple de prospection tous les 3 mois, c'est pas le top parce que c'est pas forcément le meilleur timing pour le prospect non plus. Au pire, au mieux, je veux dire, si tu génères pas mal de pipe, tu te retrouves avec une masse d'opportunités d'un seul coup. Et bah, l'AE, ce qui est compliqué pour lui, c'est bah, générer les opportunités, faire les descos, faire les démos. Pour, si tu es dans des process un peu compliqués, que tu dois vraiment travailler en mode projet avec des avant-ventes, etc., tu peux pas être sur tous les fronts. Et même si tu dois lancer peut-être des POC dans des boîtes, le POC, ça demande un investissement de la part du sales et tu peux pas lancer
15-20 POC par mois, parce que sinon tu peux pas suivre tes deals. Donc voilà, donc c'est OK. d'essayer d'être un petit peu sur le bon ratio et en fonction des boîtes, effectivement, je pense que la question à se poser aussi, voilà, c'est combien, effectivement, quels sont les targets, combien de deals doit générer un AE, mais aussi combien de deals peut générer un AE pour que ça reste quali. Tu disais que du coup, ouais, ça faisait un an que j'avais rejoint l'Emlist. On a un Head of Sales maintenant qui nous a rejoint depuis quelques mois. Et quand je suis arrivé, c'était un peu effectivement l'exploration. L'idée, c'était quand même de se dire, bah voilà, on est passé de 0 à 25 millions d'ARR en 5 ans, c'est énorme, mais pour Ouais. le coup, on veut aller chercher des comptes qui nous intéressent aussi, qui n'aiment pas forcément de par eux-mêmes. Donc, il faut quelqu'un pour aller les chercher, et puis il faut également un vrai sales pour voilà, les orienter sur comment exploiter au mieux l'outil, sachant qu'en plus, bah, c'est un outil que j'utilise au quotidien, donc je l'ai utilisé, je l'utilise encore. Donc, ce qui est cool, c'est comment je peux montrer comment je l'utilise et je peux trouver facilement comment l'adapter pour la personne entre son besoin et son orga sales. Mais au début, quand on est arrivé, il n'y avait pas de segmentation des territoires, quoi. Je Mmh. pouvais le matin très bien faire un call avec voilà, le freelance qui se lance dans sa chambre en marketing digital que Indeed sur le call d'après. Et en fait, tu te rends compte que parfois sur des deals, je passais le même temps sur une personne qui allait prendre une licence que sur un compte qui allait m'en prendre peut-être 4 ou 5. Donc derrière, je passe le même temps, le revenu généré n'est pas forcément le même, et c'est quand même hyper fatigant lorsque tu te fais des journées à 5, 6, 7 démos. C'est quand même hyper chronophage, c'est super fatigant. Je Mmh. préfère avoir un peu moins de démos, mais que ce soit plus quali. Du coup, je suis vraiment passé un peu par cette phase où j'ai vraiment mangé avec mon collègue Lucas. On a mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. Et puis là, on essaie de travailler de manière un peu plus intelligente, quitte à se dire, et c'est parfois un peu, moi en tant que tel, j'ai un peu du FOMO, tu vois, où Ouais. je me dis, j'ai peur de voir des opportunités passer, C'est tout de le monde voir des ça. deals Je vois très que bien, je ouais. pourrais, Tu dis que que je, peut-être, en fait, il a l'air d'être comme ça, mais peut-être qu'en fait, il y a une et plus grosse ouais, opportunité, ouais. tu sais, je reviens de week-end des fois et je me dis, il s'est passé quoi le samedi? Est-ce qu'il n'y a pas un mec qui s'est inscrit à un webinar, qui a fait un truc, qui a montré qu'il y avait un signal pour l'Amlist et tout? Et du coup, vraiment, cette peur du FOMO où tu te dis, voilà, il y a des targets, faut closer, etc. Et l'idée, c'est de se dire, ok, j'accepte le FOMO et je me dis qu'il y a certaines typologies de prospects qui doivent rester pour le marketing. Et moi, ça vaut pas le coup que je passe trop de temps avec eux, que je mette trop d'efforts, quitte à ce que j'accepte d'avoir peut-être une journée où j'ai pas de rendez-vous, mais pour le coup, cette journée-là, je la dédie à essayer voilà, de booker des rendez-vous avec des comptes plus importants, où là, voilà, plutôt que de faire 3 démos en une journée pour des contrats d'une licence, je vais peut-être essayer de booker une démo avec un compte qui peut m'en prendre 15 ou 20. Et là, c'est plus important, et même en termes de rôle de sales, c'est quand même plus kiffant de bosser sur ce type de deal. Ouais, tu dis 2 choses intéressantes. La première, c'est, alors du coup, peut-être que du coup les équipes qui ont mis des, qui ont surspécialisé, j'ai envie de dire, leurs sales avec des équipes BDR et cetera. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est, et je le vois dans certaines boîtes, c'est que toutes les boîtes n'ont pas nécessairement besoin de justement de cette full spécialisation avec des BDR, des SDR, des AE et cetera. Parce que le panier moyen n'est pas assez important, parce que le cycle de vente n'est pas assez long, parce que le produit n'est pas trop complexe. Et donc, du coup, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que vous, aujourd'hui, vers là où vous allez, c'est qu'il y a c'est pas mettre des BDR qui vont, ou bien des types de sales qui vont gérer des petits comptes. Parfois, on a ce genre de configuration, mais c'est plutôt de dire, en fait, non, nous, on a un marketing qui vend. Et donc, du coup, en fait, ces boîtes-là, c'est au marketing qui doit trouver les solutions pour leur vendre, pour les transformer, et doivent pas passer par un sales. Ça, je Ouais. trouve ça hyper intéressant. C'est exactement ça. Et enfin, moi j'ai posé la question quand je suis arrivé, est-ce qu'on va avoir des SDR, des BDR, etc. C'est pas la strat. On préfère rester en fait une petite équipe, mais une petite équipe vraiment full cycle parce que c'est important qu'on reste quand même dans le dur, parce que c'est ce qu'on montre également à nos prospects. Et moi, tu vois, en Ouais, démo, complètement. parfois je monte mes propres campagnes et Mm. en fait, je monte également mon quotidien d'AE, tu vois, lorsque j'ai un client qui me dit ouais, mais je sais pas trop comment on va s'organiser pour faire nos séquences, pour faire les cibles, etc. Je suis pas là à lui réciter des trucs que j'ai vus sur LinkedIn ou qu'on m'a appris Ouais. sur le CS Playbook. C'est des trucs que j'expérimente Mm. au quotidien. Et en fait, mon discours a aussi beaucoup changé entre là ce que je dis là maintenant de ce que je disais il y a peut-être 6 mois ou 8 mois, parce que voilà, je l'ai expérimenté entre temps, et je pense que c'est le fait de rester vraiment dans le dur qui fait qu'on peut aussi donner les meilleurs conseils aux prospects. Et je pense que c'est vraiment aussi le rôle de l'AE, surtout sur des produits comme le nôtre, où en soi on est en self-serve. Tu peux très bien prendre l'Emlist sans passer par moi, mais du coup, nous, on a un intérêt de te montrer comment
bah là, l'optimiser au max. Et tu l'as vu, tu as vendu du SaaS, tu accompagnes encore des équipes. Il y a aussi des logiques de change, de comment tu cales en fait l'outil dans ton sales process. Et en fait, maintenant, tu as tellement d'outils niveau Ouais, sales qu'il faut que que tout s'intègre dans tout, quoi. ouais, et puis même, il a du mal au-delà d'intégration technique, à comprendre comment il va caler ça en termes de Mmh. process, comment exploiter l'Emlist par rapport à son CRM, par exemple, par rapport à d'autres outils. Et voilà, c'est de l'aiguiller également sur ces notions-là. Nickel. Et un deuxième point aussi que je note qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le fait que ça rend quand même le métier plus intéressant. C'est-à-dire que cet enchaînement en fait de démos qu'on peut avoir, c'est souvent pour ça qu'on met pas mal l'emphase sur des méthodes de vente parce que en fait, bah, justement, y a plus de méthode de vente, il y a Mmh. plus de vente réellement en fait. Ça reste en fait de la démo. Voilà, tu peux faire ça, tu cliques là-dessus, etc. Et toi, tu es vraiment dans le partage en fait de use case, de comprendre vraiment dans le détail les problématiques des boîtes. Et comme tu es sur des targets qui ont des enjeux plus important, donc avec plus de monde qui vont prendre des licences, avec des configurations. Tu disais un truc, une stat, je sais plus si tu peux la dire parce que je trouvais que c'était hyper intéressant. Il y avait un truc que tu avais lu qui était que c'était pas la facilité, mais en fait que c'était plus pertinent aussi également d'avoir des targets où tu pouvais cibler deux services. Notamment, par exemple, dans le cas de l'AMI, ça peut être une équipe marketing et une équipe sales. Pour d'autres boîtes, ça peut être équipe sales et opérations. Pour d'autres boîtes, ça peut être équipe sales et tech. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus? Parce que ça Ouais, t'a permis aussi également de segmenter justement cette liste de boîtes que vous allez targeter en fait. ouais, clairement, en fait, pas mal de boîtes, et en fait, je le vois quand je discute avec des clients, enfin des anciens clients Lemlist qu'on churn il y a peut-être 3 ans. Ils me disent ouais, tu sais, je les vois sur des salons, les campagnes ça a pas marché, ça marche pas, l'automation ça marche pas et tout. Et quand je regarde leurs campagnes, bah ouais, t'envoies le même message au CEO que au CTO. Normal, le CEO, tu Mmh. lui parles de frais, putain, je sais pas, de jargon IT, de multithreading, de Java, de trucs et tout, c'est pas son scope. Mmh. Et en fait, je pense, enfin, pour moi, au-delà de l'outil, 80% du succès de la stratégie outbound, ou même sur du succès du cycle de vente, repose en fait sur le ciblage. Donc déjà, cibler les bons comptes, savoir à quel type de compte on file le mieux et les prioriser. Et également, au sein d'une entreprise, à quel type de persona, de personnes on peut être amené à échanger pendant le cycle de vente. Et tu vois, effectivement, si on prend l'exemple de l'Emlist, en soi, moi, je réponds à des problématiques directes pour les commerciaux. Mais pour le coup, j'échange aussi avec des équipes marketing, des équipes growth, des équipes ops. Dans les sales, ça peut être même du Sales Enablement Manager, parce qu'il a un rôle également sur la performance de l'équipe. Et en fait, je pense, c'est de se dire, en général, sur un cycle de vente, quelles sont les typologies de personnes avec qui j'échange. Potentiellement, tu en auras au moins 4, 5, si c'est même pas 7 ou 8 en général. Et ça fait potentiellement 7 ou 8 personnes qu'on peut contacter dans une boîte. Et l'idée, c'est effectivement de changer le message et la proposition de valeur, l'intérêt qu'on peut avoir pour chaque personne. Donc effectivement, moi j'aime bien faire ça par service, changer mon discours et mon approche entre l'équipe marketing et l'équipe sales, mais également en termes de niveau d'interlocuteur, adapter mon discours entre le BDR, où je vais avoir un discours très voici ce que tu pourrais faire avec l'Emlist pour que toi tu puisses booker plus de rendez-vous. Lorsque je suis plus sur le BDR manager, bah, j'ai plus un discours sur comment ton équipe va booker plus de rendez-vous. Et c'est des petites subtilités où même derrière moi, en termes de call to action, je veux pas forcément la même chose. Concrètement, je vais pas call des BDR de boîte. Pour le coup, créer quelques échanges par LinkedIn ou par mail pour de mon côté déceler s'il y a un petit intérêt, s'il y a un pain à leur niveau et peut-être connaître potentiellement quels outils ils ont déjà en place. C'est hyper valorisant. Pour le coup, voilà, derrière, je peux me servir de ces infos-là pour call du BDR manager ou autre. OK, super, super smart. Il y a un truc que tu alors on va pas donner les secrets de l'Église parce que voilà, mais par contre, tu vois, ce que j'ai l'impression que tu dis, c'est que on parle beaucoup d'intent data pour la partie prospection. Tu vois, on parle beaucoup de, voilà, il faut telle ou telle info, il faut maximum de contexte pour pouvoir avoir, une vraie raison, en fait, de contacter les gens et Ouais. d'arrêter dans une logique de spam, ce qui est pas encore, le cas, en fait, de toutes les équipes. Mais il y a aussi, en fait, les intent data sur la partie closing, en fait. Parce que en réalité, le marketing peut du coup avoir un certain nombre de boîtes qui vont targeter sur la partie avec des signaux bien spécifiques. Mais toi, en tant que sales, qui doit mettre ton temps, parce que ton temps est précieux sur certaines boîtes, tu vas du coup aussi également faire un filtre en disant, bon bah effectivement, toutes ces boîtes, c'est des clients, enfin, c'est les clients idéaux pour les listes. Mais moi, en fait, par rapport à mon scope, les boîtes avec lesquelles ça fit mieux dans mon produit, j'en sais rien, ça peut parce qu'ils utilisent une techno, un CRM particulier ou etc. Bah, je vais les targeter eux. Donc ça veut dire que c'est quand même il y a un double travail. C'est pas juste
voilà, il y a les intent data de l'Emlist, il y a aussi les intent data pour toi en tant que sales en disant Ouais. sur qui je vais mettre de l'effort parce que j'ai plus de possibilités de les convertir. Et comme en fait, c'est aussi l'idée du podcast, c'est comment on fait pour mieux convertir au-delà de utilise Spice, Mhm. telle méthode de vente. C'est aussi également, ça joue là-dedans, quoi. Avoir Ouais, bah, des comptes. tu vois, pour moi, ça rentre vraiment dans le ciblage et moi, je vois vraiment en fait trois niveaux. Tu vas avoir de l'ITEN data autour du secteur. Donc là, ça marche très bien sur les business qui sont autour de la réglementation. Typiquement, tu as la DMAT, la loi de la DMAT qui est en cours là depuis à peu près 2-3 ans et du coup, tu as toutes les boîtes de DMAT qui prospectent à fond là-dessus. Tu vas avoir quand même des ITEN data au niveau de l'entreprise également et ensuite au niveau des personnes de l'entreprise. Et je pense qu'au niveau du niveau entreprise et contact, on peut en fait faire un mix entre est-ce qu'il y a des intents côté marketing, donc est-ce qu'il y a des intents côté de mon équipe marketing au niveau de la boîte, du trafic, de l'ads, de la visite de pricing page, du téléchargement de livres blancs ou autre. Donc ça, c'est un premier point, c'est plus un scoring effectivement au niveau du compte. Et est-ce qu'on a des intent data côté contact? Il y a une différence entre lorsqu'il y a un BDR d'une boîte qui lance un free trial que quand c'est le head of sales qui lance le free trial sur la liste, par exemple. Et effectivement, je trouve l'intent data, c'est un peu un gros mot pour juste dire data. Pour moi, il y a les signaux qui sont des choses qui peuvent changer au niveau du compte et des choses qui sont peut-être un peu plus figées. Typiquement, aller scraper, nous, c'est important de savoir les CRM des boîtes. Et tu le disais, effectivement, sur des taux de closing, bah, nous, on a plus intérêt à aller vers des boîtes qui sont équipées de solutions qui s'intègrent très bien avec nous. Donc, typiquement du Aircall sur de la téléphonie, par exemple, et du HubSpot et Salesforce en CRM. Ceux qui ont des CRM un peu obscurs, eh ben, on sait qu'on s'intègre beaucoup moins avec ces comptes-là et que pour le coup, ça peut être un problème pendant le deal où ça se trouve, tu vas faire une grosse partie de ton cycle de vente et tu vas te retrouver bloqué à la fin par l'IT ou par d'autres équipes. Et c'est même pour ça que tu vois, nous, il y a des tailles de comptes où on s'est dit, on n'y va pas parce que le cycle de vente qu'il y a sur ces comptes-là est beaucoup moins intéressant pour nous, parce qu'on va nous demander des certifs côté IT, ça va être une bataille avec la data et ça va prendre du temps et du temps et du temps. C'est pas grave, il y a d'autres outils qui le font très bien également sur ces comptes-là. On va se concentrer vraiment sur le type de compte avec qui on fit le plus en termes de besoins et également voilà, en termes de cycle de vente, ce qui nous correspond le mieux. Et pour avoir toujours, parce que effectivement, vous êtes une boîte qui a fait une croissance assez incroyable. Et du coup, aussi également, votre logique, j'imagine, c'est d'avoir le moins de churn possible. Et donc, du coup, tu gères aussi également à la fois ta conversion, mais aussi également ta rétention, en disant, bah, plus je fit, plus je sais que je vais les garder longtemps. Donc voilà, le temps de vie de mon client va durer longtemps, quoi. Donc, je ferai plus d'argent avec eux. Bah, tu vois, il y a pas mal de boîtes hein, d'ailleurs qui sont comme nous, PLG, Product Like Growth, pour ceux qui connaissent pas le terme, qui du coup ont émergé et se sont développés sans forcément avoir d'équipe sales. Et je pense que ça correspond très bien sur une population d'early adopters qui il y a des personnes qui veulent pas parler à des sales parce qu'ils connaissent, ils se débrouillent. Il y a des personnes qui maîtrisent potentiellement les listes mieux que moi, hein, et qui sont des growth et qui en fait, lorsqu'ils arrivent dans une nouvelle boîte, ils n'ont pas besoin de parler à un sales, ils connaissent déjà le tool, ils veulent juste prendre la plateforme et eux, ça leur va très bien. Il y a d'autres personnes qui, pour le coup, comme je te le disais, avaient expérimenté la liste il y a 2 ou 3 ans, ils ne sont pas appris de la bonne manière, ils n'ont pas compris soit comment s'en servir ou soit même comment ils allaient s'en servir pour eux. Ils pensaient que ce serait un outil magique. T'appuies, tu mets Tes 10 mecs, 000 ils prospects dans une campagne, ça part et ça y est, tu as fait ton pipe pour l'année. Et voilà, et c'est se dire les prospects où il faut les accompagner. Et puis je pense qu'il y a accompagner également pour montrer que le produit peut être intéressant, peut correspondre, mais également challenger un peu le cycle d'achat où je pense que tu le vois, si tu n'as pas le sales qui est derrière pour caler des next steps, vraiment raisonner en mode project manager sur ton cycle de vente, et auprès du prospect, ça avance pas forcément parce qu'il a ses prios, il a du mal, voilà, il n'a pas les réponses aux questions qui lui permettraient d'avancer, il ne voit pas non plus même lui assez clair sur comment il va prendre en main le sujet. Typiquement, tu vois, moi lorsque j'échange avec des équipes sales et en fait ce que je te dis sur la prospection, je pense c'est aussi valable pour le cycle de vente. Si je commence la discussion avec le département sales, je vais forcément essayer sur le deuxième ou le troisième meeting d'ajouter un autre département, l'équipe marketing, l'équipe ops, l'équipe growth, parce que lorsqu'on parle à des outils en général, ça ne concerne pas qu'une seule équipe. Mm. Donc potentiellement, tu peux avoir des gatekeepers dans d'autres équipes. Et bien évidemment, si ton produit, ta solution, ton service répond aux besoins de plusieurs services, en termes de budget, derrière, ils raisonnent différemment
ils disent pas forcément on met tout sur l'équipe sales. L'outil, au-delà d'aider nos BDR, va pouvoir alléger telle équipe et telle équipe. On est sur une stratégie un peu plus globale. Donc certes, ça prend parfois un peu plus de temps, mais pour le coup, ça fait que ton deal peut potentiellement être plus gros, tu as plus de points de contact également pour valider ton win rate. Et voilà, je pense que c'est super important d'avoir du multi-interlocuteur, que ce soit pour la prospection ou pour animer ton cycle de vente. Trop stylé. J'aimerais qu'on parle de la collaboration, parce que c'est rare de tomber sur des sales qui adorent et qui sont pressés d'avoir de la collaboration avec des marketeurs. Donc j'aimerais qu'on parle de ça. Toi, c'est quelque chose qui est extrêmement important en fait dans ton métier. Et là, en fait, vous allez aussi également avoir quelques changements aussi également au niveau marketing et tu as vachement hâte de tester plein de trucs. Tu es vraiment justement dans cette logique de test et de dire en fait le marketing va m'aider vraiment en fait à aller chercher mes targets et à les convertir. Donc vous avez un peu une logique de account-based marketing, quoi, globalement, sur des grands comptes. Aujourd'hui, justement, c'est quoi, en fait, aujourd'hui, le binôme idéal, sales marketing pour justement maximiser l'efficacité et la conversion? Ouais, alors peut-être avant de dire le binôme idéal, c'est qu'est-ce que je pense tu vois ou je vois parfois dans des boîtes et tu te rends compte que c'est pour ça que ça marche pas forcément et c'est pas une question d'outils, c'est t'as le marketing qui pense faire les bonnes choses de son côté, qui envoie des leads aux commerciaux, les commerciaux au bout d'un moment ils sont saoulés du marketing, ils prennent plus la peine de leur faire des retours, de leur expliquer et en fait pour moi, je pense que c'est le rôle du sales, et je vais d'abord parler du rôle du sales avant de parler du rôle du marketeur, parce que je pense qu'on a autant à donner que eux, ils doivent en fait apporter à l'équipe sales. Nous, on est quand même sur le terrain pour voir tout ce qui se passe. Et je pense que c'est vraiment nous aussi notre rôle de les aider à sortir de leur persona cartographié sous forme de carte avec Philippe, 42 ans, qui aime le vélo et qui a 3 enfants, tu vois, mais vraiment être sur un peu plus terre à terre et dire bah voilà les types de personnes avec qui j'échange, voici leurs problématiques et comment nous on y répond, voici en général les mots, les jargons, les termes, les éléments qui ont fait tilt sur ces types de personnes. Donc c'est aussi bien voilà sur vraiment la compréhension du persona et je pense qu'en fait le sales a une meilleure compréhension du persona à date que l'équipe marketing. L'équipe marketing, elle, son rôle pour moi, c'est vraiment aussi d'un peu d'anticiper la demande par rapport à des trends qui peut y avoir, donc plus vraiment sur une logique de data et d'analyse. Nous, on est sur le terrain, on voit ce qui se passe, on voit les objections qu'il y a de nos prospects. Et en fait, c'est de remonter toutes ces infos-là à l'équipe marketing, sur le prospect et sur la concurrence également, pour que eux puissent justement adapter des strates, mettre en place des actions pour faciliter le travail de l'équipe sales à ce sujet. C'est aussi aux sales de pouvoir dire à l'équipe marketing, bah voilà, ce lead, il n'était pas bon pour cette raison et cette raison. Du coup, la prochaine fois que tu vois un lead qui a ce critère ou autre, bah c'est pas forcément le mieux de nous les envoyer, etc. Donc je pense voilà, souvent les 16 en fait se braquent et ont un peu, et c'est peut-être aussi de par une expérience qu'ils ont eue où le marketing leur a un peu envoyé plein de leads, la data était pas propre dans le CRM, etc. Mais je Ah oui, pense t'es hyper mature, c'est ça. faut, faut C'est génial. communiquer là-dessus, Ouais, non, tu mais c'est vois. clair. Non, mais c'est clair. Mais en plus, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment pas le choix. Il y avait un mème que j'avais beaucoup aimé sur LinkedIn. Je crois que c'était fin 2023, justement, où les chiffres n'ont pas été fous. Alors, c'était une boîte américaine qui avait diffusé cette. Et t'avais, en fait, du coup, le mec du marketing et le mec sales, bras dessus, bras dessous, et qui regardait, en fait, en tout cas, un feu en train de prendre, tu vois. Je sais pas si tu l'as vu, ce mème. Et en Non, fait, je l'ai genre, pas en vu mode, celui-là. en gros, on n'aura pas notre bonus à la fin de l'année, tu vois. Et c'est Et vrai, ouais. en fait, tu vois, genre, euh, en tout cas, c'est important, en tout cas, ce discours. Et justement, de l'autre côté, parce que parfois, le marketing, c'est pour ça qu'il y a aussi parfois cette expérience, c'est qu'on a souvent l'impression, et j'ai pu l'avoir, c'est pour ça que je le dis, et j'ai pu avoir ce sentiment de toujours devoir apporter au marketing, apporter au product, apporter, enfin, tu vois, parce qu'il n'y a pas que le marketing qui a besoin de toi, il y a aussi le produit, et apporter aussi la partie technique, parce que parfois, il y a des questions de bugs, etc., etc., quand on est sur la partie SaaS, évidemment. Et du coup, tu es toujours dans la part et toi, tu es toujours en train de galérer en fait dans le truc. Donc ça peut créer ce Mm. côté-là, parfois de dire: «Putain, c'est moi qui dois aller chercher mes nouvelles stratégies, pour aller toucher, des gens, mes nouvelles approches, et cetera, et finalement, j'ai pas de matière en fait, Ouais. pour pouvoir, que mon job soit sympathique parce que et que soit pas toujours dans le dur. Il y a des équipes, ça marche très bien et je pense que le Ce qui est un marketing, petit ça peu marche aussi. voilà le cliché de l'équipe market qui fait du brainstorming et du sales Voilà. qui se casse les dents. Mais je pense Et parce que je pense que là où tu as raison,
c'est que je pense de la même manière que le sales n'est pas forcément aiguillé et du coup aussi également le sales manager ne met pas une attention particulière tout le temps. Je pense que les gens, quand tu es un peu honnête, tu le sais, à faire en sorte que le sales fasse vraiment ce travail-là et qu'on n'ait pas des flows qui soient complètement différenciés entre le flow du marketing et le flow du sales. Il y a aussi qu'est-ce que doit faire le marketing. Et je suis pas sûre en Mm. fait que le marketing sache comment il peut vraiment aider le sales au-delà d'envoyer les campagnes de cold email. Est-ce que toi, tu as un peu plus d'éléments, par exemple, à apporter justement Ben, je pense que c'est aussi une question déjà de personnes au sein de l'équipe marketing. En fait, marketing, c'est large, Ouais, hein. Tu as ouais. du product marketing, tu as du marketing communication, communication interne, communication externe, tu as du marketing lead gen, tu as, tout type de marketing. Donc je pense en fait, si déjà dans l'équipe, tu as une seule personne qui doit faire tout le marketing de la boîte, et que de base c'est quelqu'un qui est plus orienté par exemple sur un profil communication Mm. et qui a pas d'appétence à rentrer sur des sujets un peu plus business, là ça va être compliqué. Et je pense que tu peux faire ce que tu veux, la personne c'est pas dans son ADN, c'est pas dans son appétence et elle a déjà plein de sujets à gérer. Donc c'est déjà de se dire est-ce qu'on a quelqu'un qui est ok pour travailler un peu plus proche des commerciaux sur ces sujets-là, et c'est pour ça là ces 3 4 dernières années tu as les rôles du growth qui ont explosé dans les boîtes avec ce profil technique marketing, mais également avec une bonne compréhension des enjeux sales et business, ou un peu du sales ops en fonction des boîtes, pour travailler sur ces sujets-là, un peu comme le gars du marketing affilié à l'équipe sales. Pour le coup, je pense pas que ce soit le rôle du sales forcément de toujours créer ses propres séquences, ou en tout cas par exemple sur la liste, tu vois, pas en tout cas sur tous les types de prospects. Qu'est-ce qu'on demande aux sales principalement? Bah voilà, d'être sur des meetings et de closer des deals. Potentiellement, si tu passes 2 jours, 3 jours de ta semaine à construire ta liste, l'enrichir, rédiger des messages et l'envoyer, bah, c'est 2 jours que tu passes pas à faire des vraies interactions, à loguer des activités pour ceux qui sont sur du Salesforce ou du HubSpot, tu vois. Et bah voilà, c'est important de faire des activités avec des prospects froids, des prospects chauds, des clients. Si tu bouges pas, si t'as pas d'activité, c'est que voilà, tes deals ils vont pas avancer. Du coup, je pense que c'est quand même le rôle pour moi de l'équipe market, growth ou ops de mettre les sales dans leur zone de génie, qui est foncez, faites des rendez-vous. Nous, on vous donne de la data, on vous met en fait dans les meilleures conditions pour pouvoir bosser. Et effectivement, pour moi, c'est en tant que sales, avoir une data propre sur le CRM, une bonne segmentation client-prospect, les informations qui sont importantes pour moi, pour des prospects, pour des clients, pour pas que je perde une demi-journée à aller chercher ces infos-là. Et potentiellement, quelqu'un côté marketing qui va me préparer une partie du taf de ma prospection. Donc ça peut être la préparation de la liste. Mais tu vois, on a des équipes sales qui, par exemple, sur l'Emlist, l'équipe marketing va préparer des templates de séquences, de messages et envoyer des prospects dedans, dans des campagnes pour les BDR. Les BDR, eux, leur rôle, c'est de vérifier les messages, ajouter, tordre un petit peu le message, ajouter quelques éléments de personnalisation, des use cases pertinents, et en fait quelque chose que seul un BDR normalement peut faire, parce qu'il a l'expérience du terrain. Il peut facilement faire le lien entre ah ouais, cette boîte-là me fait penser à telle boîte que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, je vois que lui on est connecté avec un tel sur LinkedIn, etc., etc. Sauf que pour le coup, sa liste elle est déjà prête, la campagne elle est prête, il n'a plus qu'à ajuster un peu le message et à réaliser les tâches d'appel au bon moment, et ensuite de faire les meetings. Et il y a d'autres boîtes où les sales ne touchent pas forcément aux séquences, il y a quelqu'un côté growth marketing qui le fait, le sales lui il passe juste des appels, il fait des rendez-vous. Mais voilà, ça dépend un petit peu de la culture Je de suis la complètement boîte. alignée avec toi moi, sur ça. Je pense que c'est pas toujours aux sales de faire les campagnes et je pense qu'ils sont pas forcément toujours bons, à moins que ce soit des sales, par exemple, comme toi, qui sont assez bons en copywriting parce qu'ils font pas mal déjà de contenu sur LinkedIn, etc., etc. Parce que c'est ça aussi également, hein. Enfin, tu vois, c'est pas que il y a le message, mais il y a aussi être bon en copywriting parce que tu peux bien savoir ce qui se passe dans la tête de tes clients, avoir le bon message, mais quand tu vas du coup le retranscrire par mail, ça va être compliqué ou même par LinkedIn. Donc je pense que tu vois que toi tu vas apporter un peu ta patte, ta secret sauce à la fin sur une campagne qui est déjà bien setup par le marketing avec un copywriting qui va bien. Du coup, je trouve ça hyper intéressant et moi, je pense que c'est le modèle vers lequel il faut Ouais. aller et, euh, et, euh, et voilà quoi. Bah, tu vois, sur ce sujet, moi je vois beaucoup d'équipes market qui en fait font des séquences d'email marketing pour de la prospection,
où ils vont essayer de rediriger le prospect vers des landing pages, vers le site web, ils te mettent des emojis soleil, des majuscules partout, des trucs en gras, des boutons, enfin voilà, c'est de l'email marketing, c'est pas de l'email commercial. Ouais. Pour le coup, je pense que le profil marketeur a travaillé plutôt avec des outils un peu plus digitaux que les sales, mais du coup, comment il peut voilà, faciliter un peu le travail pour les sales, mais du coup, c'est aussi aux sales d'expliquer à l'équipe marketing quel type de message il faut faire, c'est Ouais. quoi un mail, voilà, qu'est-ce qu'un C'est mail de quoi un mail prospection? sales, quoi? Ouais, C'est pas une voilà, c'est newsletter, ça. quoi. C'est pas une newsletter. Ouais, c'est ça, c'est pas une newsletter. Et du coup, moi, je pense qu'il y a des types de comptes qui justement peuvent être adressés par le marketing via de l'inbound ou via des campagnes outbound gérées par quelqu'un du marketing, et le sales, lui, qui garde la responsabilité pour prospecter peut-être 100, 200 comptes. En fonction des deals, ça peut être déjà beaucoup Le tier pour 1, par exemple, certains. son tier Ouais, 1, en voilà, c'est fait. ça. Mm. Typiquement, nous, ce qu'on voit, c'est tier 3, ownership 100% marketing. Tier 2, 80% du taf préparé par l'équipe market, et on va demander aux sales de revoir certains messages, de passer des actions, de faire des appels à certains moments de la séquence, par exemple. Et tier 1, le marketing n'y touche pas. C'est le sales qui est 100% responsable sur son tier 1. Et sauf que bien évidemment, bah, ton tier 1, c'est des deals qui sont plus gros. Tu vas plus galérer à générer des opportunités sur ces deals-là. Le tier 3, ça va être un peu plus petit, potentiellement des meetings un peu plus faciles. C'est que tu arrives à composer entre ton tier 3, le 2 et le 1 avec tes tailles de deal pour arriver à tes targets. Et si tu fais tes targets qu'avec du tier 3, je pense que ça peut marcher, et je l'ai fait pendant 6 mois, mais à la fin, j'étais explosé, complètement, j'étais fatigué. Du coup, j'ai dit, ok, on va calmer peut-être un peu le tier 3, on va revenir sur du tier 2 et sur du tier 1, parce que c'est plus stimulant psychologiquement, il y a moins de pipe, on peut être plus créatif, et puis voilà, c'est plus stimulant. Et tu disais tout à l'heure, beaucoup de démos, c'est juste, voilà, je te montre le truc, clique produit, etc. Moi, je suis pas là pour montrer l'outil comme ça, Ah comment non, il bah, autrement, fonctionne. franchement, tu sais quoi, Voilà, je suis là pour. tu fais tourner une vidéo, quoi. Ouais, Avec c'est une ça, voix IA, tu vois. Tu mets l'intelligence artificielle, tu vas-y, prends ma voix et et ouais, vas-y, fais la démo, quoi. c'est c'est clair. Et tu vois, bah, je sais, il y a un peu la trend de est-ce que l'IA va remplacer les sales ou les SDR ou les BDR, et moi c'est pas trop mon enfin nous on n'y croit pas chez l'Amlist, et on veut pas aller non plus sur ce sujet-là, de se dire on va faire une plateforme 100% IA, tout automatisé, etc., où il y a même plus d'humain derrière. Je pense que l'idée c'est plus de se dire ok, tu raisonnes un peu l'IA comme dans les jeux vidéo sur ton armure qui va monter en termes de niveau, etc. Et juste comment l'IA va me permettre d'être un meilleur sales pour générer du pipe, préparer mes rendez-vous, closer mes deals, et ainsi de suite. Ouais, là j'ai vu un outil bon, que j'adore, je vais pas dire le nom, mais tu vois, par exemple, typiquement sur justement sa partie IA, où en fait, de manière magique, tu appuies sur un bouton, tu mets en fait un peu tes targets et ça sort tous les responsables marketing, etc., etc. Et je l'envoyais à quelqu'un qui est spécialisé en clés, et je lui disais, waouh, punaise, on arrive à un niveau, tu vois, où c'est fini, tu vas pas faire ta petite recherche, ils vont dire, bah voilà, en fait, t'as tant de personnes, ça va te sortir tous les trucs, limite. Et en vrai, il m'a dit quelque chose de très juste. Il m'a dit, ouais, c'est cool, tu vois. C'est beau, tu vois. Mais en vrai, ça règle pas le problème de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, de comprendre le contexte. C'est-à-dire, oui, tu as une liste de responsables marketing et ça reste toujours un truc froid. T'as pas forcément du contexte. Tu sais pas comment faire parler ce contexte, Mhm. comment le faire parler en résonance avec ton produit, ce que tu vends. Et donc, ça, en fait, bah, c'est encore un truc humain, quoi. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'IA va énormément nous aider et faire en sorte que notre job va être cool. Donc, peut-être qu'il y aura encore Ouais. plus de gens qui vont vouloir le faire. Donc ça va être une bonne nouvelle parce qu'il y a quand même un manque de sales. Mais je pense pas que ça va tout remplacer. En tout cas, Et ça je- va pas remplacer les bons. Ça va peut-être ouais. remplacer justement ceux où en fait tu peux les remplacer avec une. Je sais plus, c'était Yuri qui disait ça, qui est sur la partie cold email. Il disait, bah en fait, t'étonnes pas d'être remplacé par une IA si tu fais des mails qui sont tous les mêmes, quoi. Enfin, tu vois, genre Bah, voilà. clairement, tu vois, et j'ai déjà eu des deals où, tu sais, où tu fais ta disco, t'es sur de l'hardband, le mec il dit ouais, l'email automatisé, j'y crois pas, je trouve que c'est pas personnalisé et tout, et c'est par curiosité, je lui demande de me montrer comment lui s'y prend, et au final, il prend le même mail, il fait juste du copier-coller, donc c'est la même mécanique, voire même ce qui est pire, parce que du coup, il perd du temps, c'est lui qui le fait, plutôt que ce soit un outil comme Lemis qui le ferait pour lui, donc inconsciemment, il relance moins de personnes. C'est le même message, quoi. C'est la même chose. Comme sur un call call, si tu fais le même pitch pour tout le monde sans ajouter un peu d'intelligence dedans, et c'est là où je pense tout ce qui est côté data, avoir des signaux identifiés, quels outils ils peuvent utiliser, etc. C'est ce qui va te permettre d'avoir une accroche ou montrer en fait que tu les appelles pas pour rien,
Et voilà, et en fait, je pense, maintenant, tu as tellement accès à des infos en ligne pour rentrer dans des parcours d'achat que si on te montre pas dès le début que tu peux t'intégrer dans des problématiques qu'ils ont ou avec des outils qu'ils ont et pourquoi ils devraient ne serait-ce que t'accorder un meeting de discovery, c'est chaud, hein. Et après, Ouais, je pense que complètement. tu as plusieurs façons. Voilà, tu peux très bien faire par rapport à des intents, mais typiquement aussi dire, moi j'aime bien les retours d'expérience et typiquement, tu vois, moi il y a les premiers meetings, je fais pas forcément de démo Lemlist, même sur de l'outbound, où en fait c'est plus j'ai analysé que la boîte était dans telle ou telle situation. J'ai travaillé en prospect ou en client avec des boîtes qui étaient dans la même situation. Je leur expose potentiellement qu'est-ce qu'elles pourraient faire, quelle pourrait être la voie. Donc déjà en fait mapper, voilà, faire le travail un peu de disco, présenter des use cases. Et en fait, si on valide que le use case ça peut être celui-là, comment on peut le retranscrire potentiellement dans l'Emlist. Mais c'est pour ça, je dis, il n'y a pas d'outil magique et l'Emlist, c'est pas forcément un outil qui est pour toutes les boîtes. Voilà, faut que tu aies les enjeux qui aillent avec. Et, euh, et c'est là où je pense le bon sales peut se dire, mon produit n'est pas fait pour cette boîte, je passe à autre chose. Je la Ouais, je catégorise skip. en no-go, je skip. À voir pourquoi je la catégorise en no-go. Est-ce que juste c'est parce que ce sera jamais un fit ou est-ce que juste c'est parce que c'est pas le moment? Et je pense que c'est important aussi de bien gérer les raisons des close loss pour revenir plus tard, soit soi-même ou soit quand bah, on quitte la boîte et que quelqu'un reprend le relais derrière. Ça, c'est quelque chose qui est important, ouais. Et ben, c'est une super transition, dernier point que j'aimerais aborder sur cette discussion. C'est le nurturing. Ça, c'est un Mm. truc dont je parle beaucoup. Et en fait, bizarrement, je trouve que ça n'a pas assez de hype, alors que franchement, pour moi, c'est une solution de. Je suis triste, hein. Il y a des trucs dont je parle que je trouve pas très intéressant, enfin, pas très intéressant, pas très impactant, en tout cas, dans la partie sales. En revanche, le nurturing, pour moi, parce que je pense que c'est très brandé marketing. Les gens, tu parles nurturing, ils pensent marketing et ils pensent pas nurturing sales. Euh, je sais que normalement, vous, en termes de cycle de vente, vous avez un cycle de vente qui est entre 2 et 6 mois. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous allez aussi également sur des comptes beaucoup plus importants. Bah, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, parfois, il y a des lost parce que c'est pas le bon moment. Et moi, je sais que j'ai une data que, alors, c'est pas une data française, il faudrait peut-être faire ce travail-là sur la France. On n'a pas suffisamment de data comme ça en France, mais c'était 80% en fait des deals que tu ne closes pas après avoir fait un premier call avec eux. C'est énorme, 80%. Enfin, tu vois, quand tu t'imagines, tu regardes ton ratio, etc. Donc, du coup, ça nécessite en fait, surtout c'est un de l'outbound, quoi. Du coup, ça nécessite en fait de les engager, de savoir les engager. Et ça, c'est un truc qu'on nous apprend pas en fait, ou qu'on n'apprend pas assez dans l'équipe de vente, sur comment, quand tu as parlé à quelqu'un en janvier, comment en fait tu fais, si tu penses qu'il Mm. y a des choses à faire, comment tu fais pour lui parler de janvier à juin, quoi, pour qu'il n'y ait pas d'autres concurrents qui Ouais. arrivent à le détourner. Toi, aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose que tu maîtrises bien, c'est pour ça que je veux en parler avec toi, quelque chose que tu fais. Est-ce que tu peux donner quelques éléments, des pistes pour aider les gens là-dessus? Ouais, tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai des prospects qui voulaient savoir combien de CA, de MRR ils allaient générer avec l'Emlist. Pour moi, c'est pas la métrique principale, c'est combien de rendez-vous tu vas booker de R1, combien, et ou à la limite, combien de nouvelles discussions tu vas engager. Et en fait, c'est surtout ça qu'ils vont regarder. Derrière, si ton sales il est nul en démo, perso, c'est pas de ma faute, hein. C'est pas de la faute de l'Emlist si derrière, si derrière le CA il décolle Je pas, tu suis vois. complètement d'accord. Et en fait, en vrai, c'est pour moi, je crois qu'il y a une boîte aux États-Unis qui a un peu un slogan comme ça. Et je pense que ça pourrait être aussi votre slogan. C'est genre, je crois que c'est les plus ou moins. C'est plus de réponses, plus de pipe, quoi. Mais c'est pas plus de réponses, plus de ventes. C'est Ouais. un peu la nuance globalement. Et donc justement, j'aime bien, tu as fait la nuance, c'est-à-dire d'avoir plus de discussions ou de R1, parce que ça peut être aussi Ouais, également avoir une discussion aujourd'hui, c'est hyper précieux. Parfois, tu peux discuter pendant longtemps avec quelqu'un et le R1, il a pas le temps. Enfin, moi, je le vois là actuellement, je suis revenue aussi également sur des targets qui ont peu de temps. Quand elles m'écrivent, c'est déjà hyper stylé qu'elles m'écrivent en fait sur LinkedIn, ouais, qu'elles me répondent, etc. Et je sais que je vais avoir le rendez-vous, mais parfois, il faut pas que je force trop, il faut que j'ai le bon curseur pour continuer à montrer que mon intention, c'est vraiment de les aider et pas de juste remplir donne, j'ai mes 5 rendez-vous par mois, quoi. Enfin, par ouais. semaine, Bah, pardon. tu vois, pour moi, le nurturing, tu as deux, trois phases. Enfin, pour moi, tu peux même faire du nurturing avant d'avoir ton R1. Typiquement, le gars qui te répond en prospection, tu peux quand même faire du nurturing. Donc, tu as le nurturing peut-être avant opportunité. Tu as le nurturing pendant l'opportunité en fonction
de l'étape du cycle de vente à laquelle tu es, bah, tu vas adapter le contenu et peut-être aussi la posture que tu vas avoir et tu peux avoir du nurturing aussi bah, après, plus sur des équipes CSM par exemple, une fois que la personne a acheté. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que le nurturing concrètement, c'est quoi? C'est garder le lien avec le prospect. Sauf que appeler son prospect toutes les 2 semaines pour dire tu m'as pas oublié, tu sais, la fameuse relance de devis. Perso, moi, j'ai quasiment jamais fait de relance de devis parce que bah, c'est aussi au sales de caler, c'est un peu ses next steps sur les prochains calls. Mais c'est de effectivement garder la relation. On parle beaucoup d'apport de valeur, mais pour moi, apporter de la valeur, c'est pas balancer le playbook de 100 pages de mon équipe marketing, sauf si c'est pertinent. En fait, c'est d'identifier comment je peux aider mon prospect, comment je peux me différencier aussi des autres sales qui essayent juste de faire avancer la personne dans leur pipeline sur HubSpot, tu vois, en termes de deal stage. Mais potentiellement, la personne, elle peut rester pendant un mois à mon stage discovery, ou même pendant 3 mois, 3 à 6 mois. Et je identifie qu'il peut y avoir un business dans 8 9 mois. Comment je vais garder mon nurturing? Effectivement, je pense qu'il y a une idée de se dire, bah déjà, quand tu as plusieurs personnes au sein d'une boîte, c'est quand même plus simple pour faire du nurturing parce que du coup déjà tu as du multi-touchpoint, tu peux partager aussi du contenu hyper ciblé par rapport aux besoins de la personne. Typiquement, tu vois, bah, je partage du contenu pour des growths que je partage pas à des équipes sales parce que les équipes sales ça les concerne pas, ça va pas les voilà ça va pas les intéresser. Pour le coup, c'est pile poil dans les enjeux de l'équipe growth. Donc si ne serait-ce tu fais du nurturing avec une ou plusieurs personnes de la boîte, c'est déjà hyper intéressant. Potentiellement, ça leur donne de matière à réflexion et en marketing, on parle beaucoup de top of mind. Tu restes top of mind une fois qu'ils auront un sujet. Et le nurturing, ça peut être aussi bien, bah, t'en as comme moi, on essaie chez Demis de créer du contenu. Bah, la personne voit ton contenu, c'est quand même du nurturing. Mais j'aime bien aussi faire du nurturing beaucoup plus personnalisé où j'envoie des docs à certains prospects et j'essaie du coup de mapper voilà, mes typologies d'interlocuteurs, quel type de contenu je peux envoyer à des growth, quel type de contenu je peux envoyer à des sales et envoyer autre chose que juste on a sorti une nouvelle feature, on a une belle promo qui arrive, etc. Me dire voilà, j'ai vu ça récemment, ça m'a fait penser à toi, voici comment telle boîte fait, je t'ai fait une vidéo. Tu vois, je me suis retrouvé à faire des vidéos en utilisant d'autres outils pour montrer ça à des growth par exemple. Tu vois, tu parlais des outils comme Clay, c'est un outil que j'utilise également. Bah, je montrais comment voilà, j'avais créé des listes avec Clay pour derrière les envoyer dans l'Emlist, par exemple. Ce qui eux en fait est intéressant pour leur stratégie. Et voilà, et en fait c'est une manière de garder la relation, de garder des arcs, enfin des flèches à ton arc pour garder le lien avec le prospect. En Et fait, je j'adore pense ce que que c'est ce tu qui te dis. permet d'avancer, quoi. Ouais, j'adore ce que tu dis. Et moi, je voulais vraiment parler avec un sales parce que, comme je disais, les gens pensent nurturing, voilà, ils disent, bon, voilà, il est parti en Lost ou c'est pas encore le bon moment, donc t'as renseigné ça dans ton truc. Ça va. Et en fait, du coup, la majorité des boîtes, et ça va envoyer des séquences marketing à fond Ouais. et ça ne transforme pas. Et comme tu disais, en fait, c'est compliqué en fait, on peut pas standardiser une relation que tu as pu avoir sur un premier rendez-vous. Donc, je parle pour les Hmm. formes en fait de nurturing où tu as eu la personne au téléphone, elle a eu un fit avec toi, elle a discuté, etc. Et ça peut pas être automatisé. Donc, je trouve ça hyper intéressant de dire en fait, bah, moi en tant que sales, je peux prendre mon téléphone, je peux appeler quelqu'un. C'est pas Hmm. que du mail, c'est pas que du LinkedIn, et parce qu'en fait, Clairement. le nurturing est souvent vu comme un truc, voilà. Donc, en tout cas, très cool tes Ouais, et je pense partages. faut varier les types de contenus. Tu disais du call, des events. Tu vois, moi, Ouais. j'en profite pour revoir des prospects à des events. Là, tu as les salons Paris Retail Week, All for Customer qui arrivent. Et ben, je vais aller voir des prospects que j'avais peut-être rencontrés ou avec qui j'ai envoyé des emails, etc. Donc, tu as call physique, tu as partage d'articles plus ou moins longs en Ouais. fonction de la ressource que tu envoies. Mais je pense qu'il faut du snack content et aussi du contenu peut-être un peu plus lourd. Et en fait, je pense que plus la personne est OK à s'engager dans le cycle d'achat, plus tu peux partager du contenu un peu plus costaud. Typiquement, nous, tu vois, on a un e-book sur la délivrabilité qui fait 100 pages. Bah, ça, je Waouh. l'envoie plus en doc d'onboarding. Mmh. Je l'envoie pas en lead magnet, entre guillemets, pour avoir une réponse. Tu Personne vois, va le lire. personne. Et donc, tu vois, tu peux, voilà, les articles, faire des vidéos, surtout si tu es sur du ça, si tu as un outil à montrer. Je pense que c'est cool quand même de me faire Mmh. des petites vidéos pour montrer quelques éléments du produit et faire un peu de nurturing. Tu vois, typiquement, lorsque j'ai des nouveaux produits, des nouvelles features qui sortent, parfois je fais des mini vidéos et je l'envoie à tel prospect et je dis voilà, je me suis, on en avait parlé, voici un petit peu comment ça se présente.
et parfois j'ai même pas forcément de call to action. C'est juste à dispo si tu souhaites en rediscuter, let me know if you have any question, ce genre de truc. Et c'est pas toujours demandé est-ce que tu es dispo pour que je t'en reparle Ouais, en semaine fait, ça, pro. c'est très, très important ce que tu dis. C'est qu'en fait, c'est vraiment de montrer cette logique de je suis vraiment là pour t'aider. Ma solution, elle est là pour t'aider. Elle est là pour réussir à avoir des résultats. Peu importe. Je pense que, que ma solution peut vraiment le faire. Mais au-delà de ça, je suis vraiment dans une vraie démarche. Hmm. Je pense que voilà. C'est ça un Après, peu tu le. vois, on se voile pas la face, hein. Je suis pas là à faire l'aumône auprès de tout le monde et tout. On est là pour faire du business, on est là pour faire des ventes. Bien C'est sûr. juste que là, c'est pas le meilleur moment pour qu'on rentre dans un cycle d'achat. J'estime que ça vaut le coup, que je garde la relation avec toi et que potentiellement, bah, ça vaut le coup pour moi, pour mes targets, mais ça vaut aussi potentiellement le coup pour toi, parce qu'on Mm. avait identifié tel ou tel axe. T'es pas prêt à te lancer maintenant, c'est pas grave, on garde l'échange, mais je suis pas toujours là à essayer de te ramener encore dans le cycle d'achat ou te ramener encore sur un nouveau meeting. Et tu vois, moi, parfois, j'ai des rendez-vous, tu sais, c'est un peu frustrant. Tu fais tes 45 minutes de call, tu t'es rendu compte que pendant le call, c'était pas le bon timing, et tu dis, bah écoute, j'avoue que d'habitude, je cale des seconds rendez-vous, mais là, concrètement, c'est pas le moment. Je veux même pas te caler un call de principe pour dans 3 à 4 mois, parce que parfois, ça fait un peu trop celle-ci de le faire. Et si tu as une bonne Mm. relation et que tu as vraiment un vrai échange avec des vrais enjeux, je pense que la personne, si tu la nurtures bien et que tu la recontactes dans trois Elle te quatre dit mois oui. et voilà, elle Mm. te dit oui parce qu'elle a apprécié échanger avec toi, elle a vu que tu avais des choses en fait à lui donner qui Mm. étaient autres que des captures d'écran, une démo et l'explication de la page pricing, mais que tu lui as appris des trucs. Et ça, je pense, c'est ce qui est hyper important dans le nurturing, c'est de montrer comment tu vas pouvoir apporter un peu plus de valeur, un peu plus d'infos. Et je pense que c'est valable à toute étape du cycle de vente, même une fois que tu as balancé ta propale, même une fois que ton devis est signé et que la personne n'est pas encore onboardée. Si par exemple le paiement il se fait à l'onboarding, c'est quand même important de continuer à faire du nurturing même pendant ce mois de battement qu'il peut y avoir entre la signature du devis et le démarrage. Moi, je le faisais en ESN par exemple, lorsque tu vois, j'avais des consultants qui devaient commencer sur des missions. Parfois il y avait 3 mois de préavis entre Mm. le moment où on signait le contrat et le moment où il démarrait la mission. Et bah t'inquiète pas que pendant les 3 mois, j'allais manger avec le consultant, je l'invitais dans nos locaux, je gardais la relation, je l'appelais de temps en temps, je le projetais un peu sur son onboarding. Voilà, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Je gardais également la relation avec le client. Voilà, pour montrer qu'en fait, on n'est pas sur une pause de 3 mois. Pendant 3 mois, il va se passer quelque chose, c'est de la préparation, mais c'est encore en mouvement. Et c'est pas juste un blanc, un creux de 3 mois, il se passe rien. Et ça, je pense, c'est le meilleur moyen de perdre du coup le fil et la relation, parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent changer entre temps. Et si t'as pas le contact un peu plus en continu, c'est complexe. Bah écoute, nickel, c'est vraiment génial, super épisode. Trop contente. Je pense que ça va aider pas mal de gens. Du coup, en plus, on a parlé de choses à la fois simples, mais aussi un peu complexes, donc c'est cool. On est allé au fond des choses. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner, en fait, aujourd'hui, Euh, Waouh. je t'ai pris de Si je court. pourrais, ouais, tu m'as pris tu m'as pris un peu de cours. Non, si je pourrais peut-être donner un conseil, ce serait de prendre le temps en tant que sales, notamment si tu démarres dans une boîte, avant de te lancer vraiment tête baissée dans ton pipeline, etc., c'est d'échanger avec l'ensemble des services de ta boîte, des prospects, des clients, etc., pour en fait avoir une connaissance on parle beaucoup de product enablement en sales, pas assez, je pense, de problem enablement. Donc à quel problème tu réponds, comme on le disait, avec qui tu fites bien, avec qui tu fites pas bien, et en fait que tu aies une excellente connaissance de à quel problème tu réponds, avec des exemples peut-être de use case, et que tu affines un peu tu muscles un peu ton jeu sur comment tu vas pouvoir résoudre ce problème-là, et derrière ton produit ou ton service, c'est vraiment la finalité. Et je pense qu'en fait, si déjà, et je pense ce taf-là, ça devrait être sur tous les services, et pas uniquement l'équipe sales. Si ton équipe marketing comprend pas quels problèmes ils peuvent résoudre sur le marché et qu'est-ce qui va faire titre sur les prospects, la stratégie marketing, elle va dans le mur. Produit, c'est pareil, support, c'est pareil, sales, c'est pareil, et je pense, et même côté dev, tu vois, c'est important pour eux. Moi, je me souviens quand j'étais en ESN, les devs, ils voulaient aussi savoir sur quel type de projet ils allaient bosser de manière fonctionnelle parce qu'ils veulent travailler sur des features Et puis, qui en fonction ont. de la croissance de la boîte, Ouais, tu mets pas en place la même machine aussi derrière quand ils ont du SaaS, quoi. c'est ça. Mm. Donc je pense vraiment en tant que sales, c'est faire le travail nécessaire pour comprendre son marché, à quel problème on répond, et ensuite creuser le produit, creuser le service qu'on peut vendre un peu plus
dans la technique. Ok, bah écoute, nickel, on va finir là-dessus. Merci énormément Grégoire. Et puis je te souhaite en fait un bon fin de troisième trimestre et quatrième trimestre tout déchiré. Yes, au plaisir. Merci Laetitia. Ciao, Ciao. à Salut. plus. C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.